Bonjour, donc moi je suis Florence Noisville du Monde. Je suis ravie de faire votre connaissance virtuelle. Je m'occupe normalement de littérature étrangère au monde des livres. Oui, Voilà. c'est Donc on se plie tous les deux à cet exercice qui consiste à vous poser 3 questions assez simples, qui seront les questions que je pose à tous les intervenants. Et notre thème est l'incertitude. Alors, la première question est la suivante. Pour l'écrivain que vous êtes, que signifie ce mot incertitude? il signifie beaucoup de choses, à commencer par ce que j'éprouve précisément en ce moment, c'est-à-dire on est censé parler d'un livre qui se trouve lui-même pris dans le confinement et dans les incertitudes du confinement. Donc c'est assez, je dirais que, simplement pour entamer comme ça mes propos, un livre qui prétend parler du temps, qui prétend essayer de saisir Chronos et qui se trouve pris dans cette temporalité singulière dans laquelle nous nous trouvons depuis presque 2 mois. Donc ça, c'est la première incertitude. Et c'est sans doute le mot, bon, avec confinement et maintenant déconfinement, incertitude est sans doute un des mots dont nous faisons le plus usage aujourd'hui. Et incertitude emporte avec lui, enfin le mot incertitude emporte avec lui les inquiétudes, emporte avec lui risque, emporte précaution, principe de précaution, prévention, prudence, anticipation, en général pour regretter qu'on soit incapable d'en faire montre. Et donc, l'incertitude est au fond au centre de toute cette constellation qu'on peut interroger de différentes façons. C'est pas nouveau. Nous sommes dans des temps d'incertitude depuis déjà pas mal de temps. Et à dire vrai, je pense que c'est une situation, que la condition humaine est dans l'incertitude. Mais il y a des moments d'intensification d'incertitude et il y a des transformations de la constellation qui organisent ces expériences d'incertitude. Picasso disait que si l'on savait ce qu'on va trouver, Qui disait ça? Picasso, Oui. ce ne serait plus la peine de créer, c'est-à-dire de chercher. Est-ce que pour vous-même, l'incertitude peut être une source d'inspiration? Oui, assurément, évidemment, un niveau qui n'a rien à voir avec celui de Picasso. Mais oui, je pense, puisque je dirais que pour moi, l'incertitude, c'est le moteur du désir de comprendre, ou d'essayer de mieux comprendre, ou d'essayer d'appréhender un petit peu, et tout particulièrement, qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos rapports au temps. Donc oui, alors évidemment, l'incertitude peut aussi vous emporter et vous conduire vers une espèce de situation de complète dessaisissement, de complet dessaisissement, d'abandon, de lâcher prise. Bon, ça c'est l'autre versant négatif qu'on connaît bien de l'incertitude. Oui, ça m'amène tout directement à ma troisième question, qui est précisément une question autour de l'abandon et du lâcher-prise, mais aussi de l'aversion au risque que probablement nous connaissons tous. Vous avez très judicieusement énuméré des mots qui étaient comme ça dans le sillage du mot incertitude. Vous avez dit inquiétude, vous avez dit ne pas savoir, vous n'avez pas dit désordre et danger et chaos, mais je pense que ça va ensemble. Ma question est celle-ci. Quelle est la bonne manière de vivre avec l'incertitude entre se résigner totalement et chercher à tout prix à la maîtriser? Est-ce qu'il y aurait, à vos yeux, une troisième voie possible et souhaitable? Oui, bon, s'abandonner, c'est sûrement pas la meilleure des voies. Et
puisque ça conduit à une espèce de, oui, d'arrêt complet. Bon. Euh, euh, prétendre la maîtriser, euh, ça peut être une espèce d'attitude prométhéenne. Rien ne m'échappe, je contrôle, je maîtrise. Euh, bon, euh, or évidemment, ça n'est pas le cas, et encore moins le cas aujourd'hui. Donc, je crois que la troisième voie, c'est de dire, je m'efforce de savoir jusqu'à quel point je peux maîtriser et jusqu'à quel point je ne peux pas maîtriser. Et au fond, c'est ça qui est l'incertitude probablement la plus difficile à vivre aujourd'hui par nos concitoyens, qui est celle de dire on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On ne sait pas quelle va être l'évolution de ce virus. On ne sait pas jusqu'à quand cette épidémie va durer. On ne sait pas si on est protégé quand on a été malade une fois, etc. Bon, toutes ces incertitudes qui sont inhérentes à ce qui se passe ne doivent conduire ni à des espèces d'attitudes qui consistent à dire ça y est, on a trouvé la solution, et tout le monde doit faire ça du jour au lendemain, ou non, il n'y a pas de solution. Bon. Alors vous parliez du risque aussi. Je trouve que l'ambiance générale, alors je n'ai pas du tout l'intention de faire un éloge du risque, mais il y a une espèce d'attente tellement forte de la part qu'on attend de l'État, qui me paraît plutôt favoriser des attitudes d'anxiété que favoriser justement des appréciations mesurées du degré de maîtrise qu'on peut avoir de l'incertitude. Et j'ajouterais que ça change chaque jour. Et ça, c'est extrêmement, je pense, difficile à assumer par chacun d'entre nous. Mais si on dépasse le contexte conjoncturel de ce virus, vous avez dit abandon, lâcher prise, tout ça c'est négatif. Mais il y a quand même beaucoup de philosophies dans lesquelles, au contraire, on accepte avec sérénité, on s'efforce de le faire, on accepte de flotter en n'étant rien dans la main d'une puissance supérieure. Et si, même sans aller jusqu'aux philosophies orientales, chez nous en Occident, ça fait longtemps qu'on se dit « je sais que je ne sais pas ». Est-ce qu'une voie intéressante pour chacun de nous, ce ne serait pas de s'efforcer de progresser sur ce chemin-là et de l'accepter? Oui, chacun dans sa vie personnelle peut recourir à ce type d'attitude, mais je dirais que ça va absolument à l'encontre de tout ce qu'a été pour nous, en Occident précisément, le monde moderne. C'est-à-dire qu'on a eu cette perspective d'abord d'un progrès indéfini, ensuite d'une maîtrise toujours croissante, de l'idée que justement ceux qui sont en charge doivent pouvoir prévoir, et le retournement que nous avons connu dans nos expériences du temps, dans notre rapport au temps depuis une quarantaine d'années, fait que cette perspective-là s'est fermée et que nous avons été élevés dans l'idée que l'avenir serait meilleur que le passé, et nous nous trouvons confrontés avec cette idée, pas seulement cette idée, mais cette réalité que c'est probablement pas le cas. Et je pense que ça se heurte, qu'il faut du temps pour une société, pour nos sociétés, à ce heurt qui est long à maîtriser, qui est difficile à maîtriser, eh bien, accroît l'incertitude, puisque nous n'avons, si j'emploie un mot qui ne convient pas, nous n'avons pas été programmés pour ça. Et c'est tout un apprentissage qu'il faut faire sans, justement, pour autant,
soit verser vers un catastrophisme total en disant la fin du monde est pour demain, soit verser non plus vers une espèce d'idée que ça y est, tout doit être renversé demain matin pour déboucher sur un monde tout autre. Et ça, c'est les reprises de toutes les perspectives de type apocalyptique. Et qu'il est beaucoup plus difficile de dire, eh bien, non, mais jour après jour, c'est cet étroit chemin de l'effort de lucidité. Au fond, ce qui s'oppose le plus à cet état d'incertitude, c'est d'un effort continué, modeste, mais rigoureux de lucidité. De lucidité et d'humilité, ce qui est du même coup, bien sûr. Modeste, c'est ça, oui. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais effectivement, c'est très intéressant. Moi, j'aurais envie de vous poser des tas de questions. Je me dis qu'en fait, ce dont on a tous été bercés en Occident, c'est-à-dire ce fantasme de la maîtrise, était folie. Enfin, je suis même étonnée qu'on ait pu tous y adhérer avec autant de facilité et d'entrain. Parce que, regardez, si vous prenez un mythe grec, et là c'est quand même bien ce dont nous avons tous été bercés, le mythe grec de Phaéton, il dit « Ah ah, je vais conduire le char du soleil, mais bien sûr, je saurais le faire, etc. » Et pouf, il se plante. Bon, c'est ça que ça veut dire, et on le sait depuis 2000 ans. Oui, on le sait depuis 2000 ans, et dans un sens, on le sait depuis toujours. Mais je pense qu'il y a des modalités différentes et que le monde moderne, ce qu'on appelle le monde moderne entre le XVIIIe et le milieu du XXe siècle, eh bien, il a fonctionné sur un tout autre rapport, en particulier au temps, qui faisait que le futur était ce vers quoi il fallait aller le plus vite possible. Mais du coup, je pense que les écrivains ont un rôle à jouer dans cette espèce de réapprentissage d'une autre manière de concevoir à la fois le temps et le temps de nos vies. Oui, je pense, bien sûr. Alors moi, j'écris, mais je ne me considère pas comme un écrivain. Mais je pense que les écrivains, les vrais, si j'ose dire, ont justement cette capacité cherchant à dire ce qui n'a jamais été dit. Au fond, écrire, c'est quand même, me semble-t-il, ça. Chercher à dire ce qui n'a jamais été dit. Trouver les mots pour dire ce qui n'a encore jamais été dit. Eh bien, ils ont cette capacité, plus que d'autres, à être en prise avec ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent rendre compte de l'actualité au jour le jour, mais ils peuvent se lancer pour essayer de saisir cela. Alors que quelqu'un qui est un historien, par exemple, ou un sociologue, il doit nécessairement faire un pas en arrière, avoir un certain recul pour pouvoir mesurer, pour pouvoir recueillir des données, pour pouvoir organiser une réflexion. Ou le philosophe aussi. La chouette de Minerve prend son essor le soir. Bon, c'est ça que ça veut dire. Il y a ce problème d'un décalage. Alors que l'écrivain peut, je dis pas doit, je n'ai aucune prétention à régir quoi que ce soit, mais l'écrivain peut être immédiatement sur ce qui est en train de... Il n'a pas de compte à rendre. Il n'a pas à prouver ce qu'il annonce ou ce qu'il énonce. Il a essayé de le dire, ce qui est déjà beaucoup. Merci.